Messi, encara 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 Messi, gol, 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 Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Et pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Le premier but de Ribéry avec l'équipe de France. 3-0. Corner taken quickly, Origi! He's doing it! Yeah! Unbelievable! Divock Origi! Bonjour, bienvenue pour une nouvelle saison de Passion Foot. Et regardez, nous sommes tous les trois réunis, première fois depuis, c'est la première vidéo de la chaîne. On est tous les trois, tous ensemble, dans un nouveau décor, nouveau studio, tout ça. Comment ça va vous les gars? Ça va, tranquille, il pleut mais... Nous sommes dans une région, on n'est pas dans une région très favorable. Brieux, toi, content d'être de retour Content d'être de retour et enfin se retrouver à 3 pour faire une vidéo les gars. Ça va faire bizarre, mais ça va être très très appréciable. C'est ça, c'était le concept de base, c'était l'idée qu'on a eue. Malheureusement, je sais pas si vous avez entendu parler, il y a eu le coronavirus. Petite chose, vraiment petite chose. Un détail. Donc non, vraiment content d'être ici pour faire cette petite vidéo de rentrée. Parce qu'on a eu chacun notre été, tout ça, on a pris des petites vacances tranquillement. Et ça y est, on est de retour pour un vraie nouvelle aventure, une nouvelle saison, première vraie saison de Passion Foot. Comment s'est passé un peu votre été, Mathéo? Que c'était sympa, non? On a pu voir du foot en plus, c'était cool. Ouais, c'était très sympa. Moi je l'ai passé du côté de la Côte d'Azur, il faisait très chaud. On a joué au ballon, on a vu la Ligue des Champions qui était franchement, le format, on va en reparler après, mais c'était quelque chose de fou. Et non, très bel été, à part le Covid, toujours un petit peu délicat, mais non, ça s'est très bien passé. Ah, c'est sûr qu'on a eu quand même un bel été grâce au football, ça nous a un petit peu sauvé de toute cette morose qu'on a eue. Toi, Brieux, était sympathique? Oui, c'est ça, le foot ça change de Koh-Lanta. Koh-Lanta qui est tout notre rendez-vous bien sûr hebdomadaire sportif pendant le confinement. Enfin revoir du foot, bon ça a commencé, on a eu un peu la fin de saison quand même, dans les différents championnats, pas la France bien sûr. Mais non, la Ligue des Champions, plaisir retrouvé. Plaisir, exactement. Et justement, pour relancer un peu cette première saison, on a décidé de faire un peu une sorte de FAQ. On a posé des petites questions sur Instagram qu'on a reçues, on va répondre à certaines. La première question qu'on va poser les gars, c'est comment le confinement s'est passé de votre côté, sachant que en fait on est arrivé avec cette idée de Passion Foot. C'est un peu la question, c'est comment ça s'est passé, comment le concept est arrivé. Si je peux me permettre, je vais répondre à cette question avant. C'est tout simple, on se faisait chier, on va pas se mentir, tous chacun de notre côté. J'ai eu cette idée de créer cette petite chaîne qu'on a eue bien évidemment à distance, et aujourd'hui on est très content de ce qu'on a fait. Je sais pas vous, mais moi je suis très content de ce qu'on a fait. Et on revient aujourd'hui avec un peu plus de moyens, on va dire, avec un peu plus d'envie surtout. On espère vraiment que ça prenne. Toi, comment tu l'as vécu un peu toi, Brieux, cette idée de créer cette chaîne YouTube? Comment t'as senti l'expérience pour l'instant jusque-là? Moi j'en ai un peu toujours eu envie, mais j'y pensais pas trop et finalement ça s'est super bien fait. Enfin, on est tous les trois passionnés, complètement mordus de sport et de football en plus. Donc quand tu m'as proposé le truc, moi c'était une évidence que j'allais dire oui et que j'étais déjà à fond dedans. Et depuis voilà, que du kiff. Mathéo, toi on sait que tu as beaucoup de projets aussi à côté, notamment on voit ton magnifique suite. Comment tu l'as vécu toi un peu cette idée de créer un peu une chaîne YouTube et de pouvoir discuter de football avec du coup tout internet? Non mais c'est déjà une question de passion, parce que comme tu as dit Brieux, on est tous les trois passionnés de foot, donc c'est un plaisir de toujours en parler, etc. Et puis d'un autre côté, nous ça nous sert aussi pour notre futur professionnel, de développer certaines compétences et surtout se faire du réseau. Et là quand on voit les différents projets qui arrivent et les différentes opportunités qu'on va avoir, on ne regrette pas quoi. Donc c'était vraiment cool et on s'éclate tout simplement. Ouais, parce qu'il faut savoir que nous on est dans une école de commerce du sport, donc c'est un peu notre business, ça très clairement. C'est pour ça qu'on fait ça aussi, parce que ça nous aide dans nos vies personnelles qui sont déjà bien remplies. Donc c'est une opportunité vraiment en or. On a beaucoup de choses qui vont arriver, on va justement en parler un petit peu avec bien évidemment la prochaine question qu'on a, c'est quels sont les concepts sur la chaîne. Brieux, je vais te laisser en parler un petit peu au niveau d'abord du rythme. Qu'est-ce qui va arriver sur la chaîne? Alors on a plusieurs projets au niveau de la chaîne pour la rentrée, notamment 2 projets assez différents. Un qui va être plutôt basé sur le e-sport entre guillemets avec ce qui va être FIFA, PlayStation, etc. Et un autre sur un débrief un peu à l'image de ce qu'on faisait, mais plus court, qui arrivera en début de semaine, où on fera un débrief finalement de ce qui s'est passé sur la planète foot durant le week-end. C'est ça exactement, on va voir cette question-là, on va reparler après des vidéos FIFA qui a été une question aussi que vous avez posée, parce qu'on est des grands joueurs de FIFA. Et donc voilà, donc on a beaucoup de choses qui vont arriver. On a aussi une question d'intervenant, parce que Mathéo lui va
beaucoup bossé, hein, donc forcément on va l'avoir un petit peu moins. Mais justement, on va avoir d'autres personnes, d'autres amis à nous qui vont venir discuter football avec nous. C'est un peu le concept aussi de cette émission. On a aussi, on va dire, un peu piqué le concept au petit Footix, hein, qu'on embrasse bien évidemment, bien sûr, qui fait aussi cette petite chaîne. On vous invite aussi à aller voir sa chaîne YouTube où on intervient aussi avec brio dedans. Mais il va y avoir aussi beaucoup d'autres personnes qui vont arriver, qui vont parler football avec nous, que ce soit les week-ends ou même pour d'autres sujets. Et on va aussi avoir une question live aussi, non Mathéo, c'est ça? Ouais, c'est ça, on a toujours eu à cœur de faire des lives, c'est toujours plus proche du public, on va dire, entre guillemets, même si on est encore personne, on va dire. Mais non, c'est cool, les lives, ça permet d'interagir avec tout le monde et de pouvoir réagir à des sujets, je dirais, de manière spontanée. Donc toujours garder, on va dire, nos principes, nos bases, en essayant de se réinventer à chaque fois et de proposer de la nouveauté. Ouais, exactement, on va essayer de faire un maximum de live, notamment pour des gros événements, même pourquoi pas des débriefs de match. C'est un peu l'objectif qu'on a, c'est vraiment de parler foot dès qu'on veut, dès qu'on peut. Puis maintenant on va dire, la possibilité de le faire tous ensemble maintenant, qu'on peut à peu près se retrouver. On va dire ça, donc ça va être intéressant après des matchs de Ligue des Champions, après pourquoi pas des grosses annonces dans la planète football. Ça va être très intéressant de suivre ça. Et on va parler donc de l'autre question. On a une question sur notamment les vidéos FIFA. Est-ce qu'on fera des vidéos draft sur FIFA? Alors on fera des vidéos FIFA bien évidemment, c'est un peu l'objectif qu'on voulait se faire. On attend déjà bien évidemment la sortie de FIFA 21 et de la PS5 qui pour ma part devrait être chez moi assez rapidement. Mais du coup ouais, non, on va attendre un petit peu tout ça et on a un concept du coup avec Brio de faire une carrière FIFA. C'est des choses qu'on fait dans notre temps libre tous les deux, on se marre bien, on fait des... Bon, parfois on fait de la merde, mais bon, c'est normal, c'est le but du jeu. C'est rare. Là, on va essayer de faire, on va dire, un truc un peu plus professionnel, qu'on essaie vraiment de monter une équipe ou quoi. On va avoir plusieurs possibilités, mais on va essayer de faire cette carrière FIFA parce que nous, on se marre bien à faire ça en off. Donc pourquoi pas le faire sur YouTube? Ça peut toujours être quelque chose de très marrant, de très kiffant à faire. Et on espère que vous serez là avec nous pour nous suivre là-dessus. Parce que c'est quelque chose qui va nous tenir à cœur et qu'on pourra aussi améliorer avec le temps. De toute façon, c'est un peu le concept de cette chaîne, c'est un peu un terrain de jeu pour nous trois et pour toutes les personnes qui nous aident de près ou de loin sur cette chaîne. C'est essayer de se développer dans beaucoup de choses, que ce soit du montage, des miniatures, du tournage même. Vous voyez là, on filme avec un trépied déjà, rien que ça, c'est un truc de fou pour nous. Nous de base, on est avec nos petits ordinateurs dans nos chambres, c'est déjà énorme. La webcam. Donc voilà, non, on essaie vraiment de se développer et on verra ce que ça donne. Et la vidéo FIFA, c'est quelque chose qui nous tient extrêmement à cœur, qu'on essaiera de faire. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour tout ce qui est de la chaîne YouTube. Bien évidemment, il va y avoir d'autres concepts qui vont arriver. On travaille sur d'autres choses, pourquoi pas même des vlogs quand on pourra retourner dans les stades, notamment dans le Nord, vu qu'on vient tous les trois du Nord, mais pourquoi pas aussi en Italie, dans des pays étrangers. Ça pourrait être sympa. Donc voilà, il y a plein de trucs qui vont arriver petit à petit. On ne promet rien, mais en tout cas, vous pouvez nous suivre de près là-dessus avec Instagram. C'est là où il y aura à peu près toutes les infos qui vont sortir à ce sujet. Donc c'est très important de suivre notre Instagram, parce qu'il y a à peu près tout qui se Passion Foot bien sûr sur Instagram. Passion Foot 17. Dans la description. C'est ça exactement. Donc voilà, on a fait à peu près le tour sur la question globale de la chaîne. On va parler football. Maintenant, c'est un peu le concept de cette émission, si je dis pas de bêtises. Avec une première question qu'on a d'une internaute qui nous dit: ça fait quoi d'être le Barça? Alors personnellement, je le prends très mal parce que me prendre des 8-2, j'apprécie pas. Mais bon, qu'est-ce que ça fait un peu d'être comparé au Barça, Brieux? C'est quand même assez flattant, non? Bah, si je peux me permettre, au vu de... On est le lundi... On est un lundi. On est le lundi 28 septembre. Le Barça a gagné 4-0 hier. C'est bien. Ronald Koeman, Testerk, le Hollandais qui arrive c'est ça. En provenant de la sélection néerlandaise et qui fait un bon boulot de ce qu'on peut voir au début de saison. Ansu Fati, point faible trop fort, rien à dire sur lui. Le mec, il a 17 ans, il peut pas être nommé homme du match parce que c'est sponsorisé par une bière. Mais voilà, on a vu que lui. Non, le Barça a quand même été secoué par beaucoup de dossiers cet été, Mathéo. Ça part vraiment de ce 8-2 en Ligue des Champions qui est dramatique, non, pour le club. Ouais, c'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, je pense. C'est un club qui est assez mal géré, je pense, depuis quelques années maintenant, avec un président qui est pointé du doigt. Bon, je pense qu'on arrive bientôt à la fin de cette présidence-là. Je pense que les supporters du Barça vont voir le bout et peut-être un nouveau projet qui va se construire derrière. Après, Messi qui a failli partir cet été aussi, ils ont réussi à le retenir. Suarez qui part, ils n'ont pas énormément de moyens. Là, je vois pas de recrues. C'est compliqué. C'est compliqué. Bon, il y a Coutinho qui revient, espérons que Griezmann va se remettre en forme. Mais je miserai pas trop sur le Barça cette saison. Je pense que jusqu'à la fin de saison prochaine, ça risque d'être compliqué. Il y a eu l'arrivée de Miralem Pjanic, à noter quand même, qui est venu au milieu de terrain pour remplacer Arthur qui a fait le chemin inverse. Justement, tu parlais de Messi.
quel feuilleton, mais incompréhensible à tout point de vue. Personnellement, moi, j'ai pris ça comme une très très grande blague de la part de la communication du Barça, mais aussi de la communication de Messi. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça un peu inédit. On n'a jamais vu un truc comme ça. Ça se fait que dans les films, des déclarations comme ça. Finalement, Messi qui reste parce que des questions de clause à 700 millions, des chiffres mirobolants, il reste pour finalement partir normalement, si tout se passe bien, gratuitement l'année prochaine. Manchester City, on parle de l'Inter Miami, de l'Inter Milan aussi. PSG, on en a parlé aussi, mais qu'est-ce que tu penses un peu près de tout ce feuilleton Messi qu'on a eu? Parce que c'est quand même le gros feuilleton de l'été, on s'est dit putain, on va avoir peut-être le départ où on s'attendait le moins dans l'histoire du football. Moi j'étais sur les fesses tout simplement. On parle du joueur, un des 2-3 meilleurs joueurs d'histoire, si ce n'est le meilleur joueur d'histoire. Et c'est incroyable, moi j'ai toujours cru qu'il allait faire toute sa carrière au Barça. Sinon un départ en Argentine dans son club d'enfance. Mais je le voyais pas du tout partir au Barça. Et honnêtement, moi je pense encore qu'il va rester au Barça la saison d'après. Moi je vois une réélection de Xavi en président ou qui tu veux en président, qui va ramener les anciens copains de Messi au Barça. Messi va dire ok les gars, faites-moi l'équipe. Puis voilà, on connaît Messi au Barça, c'est lui le président, hein. Bartomeu, il est bien sympa mais il fait rien. Puis il n'y a qu'à voir de toute façon tous les départs des joueurs. Suarez qui parle, la première chose qu'il dit c'est ce club est super mal géré. C'est incroyable. C'est incroyable, on parle d'un joueur pareil, Suarez c'est un joueur qui fait partie de l'histoire du Barça. C'est pas normal. Moi je vois Messi rester l'année d'après. C'est ça, c'est le problème, c'est tellement irréaliste comme situation qu'on ne voit pas Messi partir malgré tous les commentaires qu'il a pu faire, notamment tu parles du départ de Suarez. Je sais pas si vous avez vu le commentaire de Messi après le départ de Luis Suarez sur Instagram. Mais littéralement il chie sur Bartomeu, enfin il n'y a pas d'autre mot, c'est comme ça. Neymar a même commandé, Neymar a commenté en disant que c'était scandaleux. Suarez qui part en larmes, il n'y a aucun hommage pour un joueur qui est quand même une légende du Barça, je sais plus combien il est, mais il est dans le top 5 des meilleurs buteurs du Barça. Troisième meilleur buteur du Barça. Après, si je peux me permettre, pour revenir là-dessus, en temps de Covid, on sait que c'est compliqué tous ces trucs-là. Moi c'est pas ce qui m'a choqué. 6 millions le départ de Suarez à l'Atlético. Je sais, mais c'est pas ce qui m'a choqué le plus, le fait qu'il n'y ait pas d'hommage. Enfin, le Barça, on sait très bien qu'ils vont retomber sur ça, ils vont dire avec le Covid, on pouvait pas faire de manifestations, machin chouette. On le sait tous. Ils ont fait 2-3 photos pour le compte Insta du club et puis voilà, c'est bon, ils se sont dit c'est bon, c'est cadeau. C'est assez impressionnant de voir quand même quel point tous les joueurs, même Neymar qui est plus dans le club depuis maintenant 4 ans, se dit vraiment que en fait c'est juste pas possible de gérer dans un club comme ça. Je pense que le Barça est dans une phase de reconstruction totale, tu l'as dit, la meilleure recrue de cette année pour le Barça c'est Coutinho. Faut espérer un retour de Griezmann, un retour de Dembélé. Ou le coach, Ronald Koeman aussi qui est arrivé. Qu'est-ce que t'en penses toi, Brio, Ronald Koeman? C'est une bonne chose ou c'est encore une fois ça va être Messi qui va gérer comme d'habitude? Non, moi je pense qu'il a l'air de vouloir instaurer entre guillemets quelque chose de nouveau. J'ai l'impression de dire ça à chaque nouveau coach du Barça. Mais là j'adore Quique Sétienne, mais le mec il était entraîneur au Betis Séville s'il vous plaît quoi. Là on parle d'un mec, Ronald Koeman, il a quand même une grosse carrière dans le football. Il était sélectionneur des Pays-Bas, les Pays-Bas ça jouait vraiment bien au foot. Il connaît en plus de ça 2-3 joueurs. Frenkie de Jong notamment, on sait qu'il aimerait apparemment faire venir Depay, Donc voilà, c'est un entraîneur qui sait ce qu'il veut, il a les idées en place. Et moi je pense que ça peut être un bon entraîneur pour le Barça. Après, encore une fois, on sait qu'il y a les élections qui vont avoir lieu, je crois, en mars. Ouais, c'est ça, moi, si Bartomeu n'est pas réélu, ce que je pense très fort probable, ça m'étonnerait que Koeman reste au Barça. On a vu des scènes quand même, des manifestations devant le stade, des gens qui sont rentrés dans le Camp Nou. Enfin, c'est une situation au Barça qui est inédite pour, je pense, n'importe quel club. Et il n'y a qu'un seul joueur qui est capable de créer autant d'engouement autour d'un départ, c'est Lionel Messi. Affaire à suivre, est-ce que Lionel Messi va quitter le Barça dès la saison prochaine? Comme on l'a dit, pour nous ça paraît inédit et complètement fou. Est-ce que c'est pas un gros coup de com'? Aussi, ça peut être mais la différence avec ça, c'est que Messi avait déjà fait des coups de com' pour des augmentations de salaire, des prolongations de contrat en disant qu'il voulait quitter le Barça. Là, on sent vraiment. Il y a eu cette vidéo, où il crache sur toute l'institution du Barça qui dit qu'il va rester. Là, on sent que c'est un autre stade vraiment et qu'on est dans une phase de reconstruction totale pour le club catalan. Il fallait que ça pète de toute façon. C'était sûr. Après le 8-2, c'était maintenant ou jamais, je pense. Donc, Et justement, tu parles du 8-2, ça nous amène à l'autre question qu'on a. Sur toute cette période de Ligue des Champions, on l'a dit, c'est un peu ce qui nous a fait kiffer pendant ce mois d'août. Vraiment, on a eu une Ligue des Champions qui, pour ma part, j'ai trouvé quand même assez du beau niveau quand même. Qu'est-ce que vous en avez pensé un peu de cette Ligue des Champions en général? D'abord sur le format, il y a eu beaucoup de questions. Nous aussi, on a fait des vidéos dessus sur ce format à élimination directe et tout. Est-ce que vous pensez que c'est un format qui pourrait être réutilisé? Qu'est-ce que vous en avez pensé, Mathéo, toi, du format un peu?
Quel a été ton ressenti devant les matchs? Au niveau du format, j'ai été très surpris parce que je trouvais que les matchs ils s'emballaient vite, très vite, et il y avait énormément de suspense, il y avait énormément d'émotions, donc ça a fait kiffer. Regardons le match contre l'Atalanta, moi je pense à celui-là. Ouais. C'est ouf. Et non, vraiment format. Après, j'ai du mal à l'imaginer quand même dans l'avenir au niveau des, surtout sur l'aspect financier. On sait que c'est un aspect qui est vraiment même des supporters. Dans du foot, aussi des supporters. Ne pas accueillir mal avec des champions, ça doit être des pertes. C'est pas vraiment juste, on va dire, de pas faire le match aller et retour. Donc à voir comment ça peut s'organiser, mais moi franchement j'ai bien aimé. C'était bien pour un one shot quoi. Ouais, voilà. Brio, toi, qu'est-ce que t'en as pensé un peu de ce format un peu one shot comme ça qui nous a quand même mis de très belles émotions, non? Que du kiff, que du kiff. Moi vraiment j'ai adoré ce format-là. C'est vrai que pour les supporters et pour les clubs, voilà, t'as pas de match aller-retour. C'est, comme vous l'avez dit, difficile à imaginer parce que faut trouver un lieu neutre à chaque fois en fait, c'est ça que ça veut dire. Mais moi, il n'y avait aucune équipe que je supportais vraiment, bien sûr un peu Lyon et Paris comme je suis français, mais c'est incroyable, chaque match tu te dis ok, chaque match c'est une finale, c'est une finale. Donc c'est incroyable, une intensité de dingue. Moi je veux. Moi je veux ça tout le temps, j'ai que du kiff. Et justement on arrive à tu parlais de c'était à chaque fois des finales, du niveau de jeu. Parce qu'il y a eu donc des équipes qui ont fini leur saison, enfin toutes les équipes qui étaient engagées ont fini leur saison, sauf deux, Lyon et Paris. C'est ouf ça. Et ce sont deux équipes, d'abord on va parler du niveau de jeu global avant de parler de Lyon et du Paris Saint-Germain. Le niveau de jeu en général, est-ce que Brio t'as senti on va dire une faiblesse physique ou alors justement t'as justement plus kiffé ces matchs-là, plus une odeur de Coupe du Monde? Sur le niveau de jeu, est-ce que vraiment, par exemple on a eu des scores des 8-2, on pensait pas que c'était possible dans un match de foot et avec ce format-là c'est possible. Est-ce que toi justement ça, sur l'aspect vraiment tactique et donc conditions physiques, t'as trouvé ça plaisant ou pas? Encore une fois, t'as tout dit, c'est une Coupe du Monde. C'est une Coupe du Monde mais que des clubs. Donc moi je vais rester sur mon mot, le kiff, vraiment incroyable. C'est. Ouais, les joueurs vraiment ils sentaient que voilà, fallait faire la course en plus. Parce que tu pourras pas te rattraper au match retour, personne ne peut se cacher dans ces trucs-là. C'est ça que moi j'ai adoré, c'est que puis ça te permet de voir le vrai niveau des joueurs sous pression. Neymar contre Bergame, c'est quelque chose. Il marque pas, mais c'est tout ouais, non, mais c'est ça. Enfin, je cite Neymar, mais voilà, on l'a dit, 8-2, le Bayern, c'est incroyable ce qu'ils font. Lyon qui pète City, Maxwell Cornet encore là dans les grands matchs. Mais justement, c'est plus juste, c'est incroyable. Moi, même les petites équipes, elles peuvent prétendre à faire quelque chose sous ce format-là. On l'a vu avec le PSG. Des petites équipes, c'est quand même. On est en quart de finale de Ligue des Champions, on parle de petites équipes, et justement, ces petites éques-là, on peut penser par exemple des à Bergame, des outsiders. à Bergame, à Leipzig qui sort l'Atlético en quart de finale, si je dis pas de bêtises, Lyon qui va jusqu'en demi-finale. Moi je trouve justement que ce format-là a permis de rééquilibrer un petit peu cette Ligue des Champions. Qui voyait, on l'a vu avec le Real, avec l'hégémonie Real Madrid qui était la meilleure équipe depuis sur ces Ligues des Champions gagnées, mais au moins ça te permet plus de surprises, ça te permet plus d'avoir des équipes qui vraiment se donnent sur un match, et ça permet aussi de voir des finales qu'on n'aurait peut-être pas pu voir. Et justement on va parler de ces deux équipes, Lyon et le Paris Saint-Germain, c'est les deux équipes qui nous ont fait le plus kiffer, nous en tant que Français bien évidemment, on embrasse nos amis marseillais, mais bon nous on les a quand même bien kiffés. Est-ce que maintenant qu'on a repris que la Ligue des Champions c'est fini, la Ligue 1, fallait l'arrêter ou pas? Est-ce que Lyon et le PSG auraient fait le même résultat avec une fin de saison dans les pas de Matteo? Franchement, j'étais un peu à côté de la plaque quand on a fait les vidéos parce que j'étais persuadé que le PSG et Lyon ils allaient se faire sortir direct par manque de rythme. Mais en fait, pas du tout. Ils étaient prêts. Pas du tout, ils étaient prêts. Donc franchement, chapeau à eux. Je saurais pas comment l'expliquer. Je sais pas si vous pouvez m'aider les gars, mais c'est. Moi je pense que c'est ouf. Moi je pense que la fraîcheur de Lyon et du PSG a beaucoup joué pour eux. En fait, pour moi, il y avait deux poids deux mesures un peu. Si le championnat français aurait dû se poursuivre, ça aurait dû être dès le début, comme pour la Bundesliga. On a vu c'est une équipe allemande qui a gagné. Certes, c'était les plus forts sur le papier, et même les mais ils ont fini fin juin, alors que les autres ont terminé fin juillet. Donc pour moi, déjà, il y a un énorme écart là-dedans. C'est que les équipes anglaises, elles sont arrivées, elles étaient un peu dans le dur physiquement. Tu les sentais que City contre Lyon... ils sont à la ramasse. Voilà, totalement. Donc pour ça... Moi je pense vraiment que ça a joué, le fait que le championnat est pas repris. Après on sait pas ce qui aurait pu se passer, mais moi je pense que si le championnat avait dû se poursuivre, ça aurait été dès le début comme pour la Bundesliga. Après je pense que c'était trop tard. Ça aurait été plus préjudiciable que bénéfique. Tu l'as dit, franco-allemande, c'est les deux demi-finales, Lyon Bayern d'un côté, Leipzig PSG de l'autre.
Ces deux demi-finales ont quand même fini sur le même score, on est 3-0, 3-0, une pour le PSG, une pour le Bayern. Mais on a quand même vu un Lyon qui, en tout cas sur les demi-finales et même sur le match contre la Juve, le match contre City et le match contre Bayern, a été hyper séduisant. J'ai trouvé ça assez impressionnant de voir un Olympique Lyonnais qui est comme ça, avec un milieu de terrain, Cacré, Aouar, Guimarães, impressionnant. Enfin, et cette équipe qui a fait kiffer. Maintenant, on va parler de la finale, bien évidemment. Moi, je voulais reparler un peu de Lyon. Tu voulais parler un peu de Lyon? Vas-y, parle un peu de Lyon. J'ai envie de te dire que Lyon en Ligue des Champions, c'est pas la première année, même sous Pep Genesio à l'ancienne. À chaque fois, ils arrivaient à sortir des gros matchs contre les gros. On l'a vu City il y a 2 ans, Cornet, voilà. Enfin bref, contre les gros, Lyon se transforme avec des champions. Et tu te dis, c'est comme Marseille à l'époque qui sortait son meilleur match de l'année contre le PSG. Tu te dis, mais si ces équipes-là, elles ont la même envie, on va pouvoir en parler toute la saison, mais ils te font, ils vont t'emmerder le PSG en championnat, quoi. Et on va en parler. Et là, pas du tout. Et ça, je trouve ça très dommageable pour Lyon. Laisse-moi finir là-dessus. Et le milieu de terrain, incroyable. Voilà, je m'arrêterai là-dessus. On va en reparler de Lyon avec son début de Ligue 1, on parlera de la Ligue 1 après. Maintenant, on va passer sur la finale de la Ligue des Champions. Paris Saint-Germain, Bayern Munich, gagné par le Bayern Munich 1-0. Comment toi tu l'as vécu, Mathéo, d'un point de vue complètement neutre, cette finale? Est-ce que tu penses que le PSG avait mieux à aller chercher, d'un point de vue d'abord sur le jeu, mais aussi sur le score? Est-ce que tu penses qu'il y avait un vrai truc à faire pour le Paris Saint-Germain contre le Bayern, ou le Bayern était beaucoup trop fort? Il y avait la place, franchement il y avait la place. Après moi je pense que c'est totalement mérité pour le Bayern de Munich sur l'ensemble de la saison. Ce qu'ils ont proposé, même au niveau du jeu, le 8-2 qu'ils ont mis au Barça, rien que ça, c'est mérité d'aller au bout. Après le PSG a plutôt montré un beau visage, surtout au niveau du caractère. On sent qu'il y a un groupe qui est en train de se créer et je pense que c'est plutôt un mal pour un bien, je dirais. Et c'est pas leur année, mais tant mieux parce que s'ils avaient gagné la Ligue des Champions dans cette année de Covid, ça aurait pas été la même saveur pour une première LDC. Donc voilà, je pense que c'est une question de logique aussi qui est bien respectée. Et c'est pas plus mal pour vous, je pense. Il y a des gens qui l'ont très mal vécu cette défaite, je sais pas du tout. Il y a des gens qui l'ont très bien vécu aussi, mais bon, ça arrive à tout le monde. Brio, toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que le PSG vraiment pouvait faire quelque chose face au Bayern Munich ou vraiment c'était pas la bonne, même si ça reste une saison historique pour le Paris Saint-Germain? Bah, c'est la meilleure saison de l'histoire du Paris Saint-Germain, selon moi. Et moi, je pense vraiment qu'il y avait la place. Même, et je vais revenir sur la demi-finale, Lyon pouvait embêter plus que ça le Bayern. On l'a vu, Toko Ekambi, pardon, il fait un poteau, etc. Enfin, il y a match. C'est ça qui est dingue de dire ça, c'est que Lyon, il y a un moment pendant le match, après ils se sont écroulés, mais où tu te dis, il marque ce but-là, attention Bayern, attention Bayern. Et voilà, le Bayern, c'était la meilleure équipe d'Europe. Il n'y a aucun doute là-dessus, mais ils étaient prenables. Et je reste persuadé que le PSG aurait pu les prendre, comme Lyon aurait pu les prendre. Mbappé, voilà, on l'a tous vu le match, hein, les gars, mais Mbappé, il doit marquer au moins un but. Voilà, c'est quelque chose qui est marquant pour un joueur de ce niveau-là. Après, le Bayern, il n'y a rien à dire, ils sont trop forts. Ils ont éclaté le Barça 8-2. Je le redis encore une fois parce que ça me fait du bien. 8-2. Tottenham a pris cher aussi en poule. Oui, c'est ça. Mais là, t'es en match éliminatoire direct. Le Bayern a mis cher à tout le monde. C'est incroyable. Et là, encore la semaine dernière, ils ont mis 8-0 à Schalke. Hein. Ouais, ils ont perdu 4-0. Ils ont perdu 4-1 hier. On en parle vraiment. Non, mais j'ai vu, mais on parle d'une équipe quand même. C'est des mastodontes, quoi. C'est une équipe qui a vraiment roulé sur cette Ligue des Champions. Enfin, roulé. Quand tu fais la Ligue des Champions, quand tu fais la campagne que tu as fait en Ligue des Champions, tu ne peux que la gagner. Bien évidemment, on parlait de l'exigence qu'on a pour Kylian Mbappé. Il a fait 20 ans, 21 ans, je sais plus. 21 ans. Il a encore le temps, mais c'est vrai qu'on est tellement exigeant avec ce mec que quand on voit sa finale, on est un peu déçu. Même Neymar, je suis désolé, hein, Neymar il fait un final eight incroyable, mais la finale il est pas dedans. Et c'est incroyable de se dire que ouais, c'est ça, c'est là qu'on l'attend. Après, encore une fois, on pourra parler des heures, je pense, de cette finale. Il y a tellement de trucs à dire, mais pareil, la compo de Tourelle, est-ce qu'il a bien fait de garder son 4-3-3? Est-ce qu'il aurait dû repasser en 4-2-4? Bon, Icardi qui joue pas un seul match. On peut refaire tout ça, mais ça change rien. Mais voilà, c'est des questions qu'il faut se poser et ça va faire grandir le PSG, c'est sûr. C'est sûr. Bon, en tout cas, merci beaucoup à Choupo-Moting parce que sinon on n'aurait pas cette conversation-là. Aussi, hein, ce match contre Bergame, c'est quand même assez grâce à lui. Donc voilà, on a fait un peu le tour de cette Ligue des Champions. On espère ça fera grandir Lyon et le Paris Saint-Germain d'un point de vue vraiment européen et que ça y est, ces clubs-là pourront s'affirmer comme des grandes puissances d'Europe. Pas pour Lyon du coup cette année, mais l'année d'après on revient fort. Non, mais Lyon peut arriver à faire quelque chose, hein, franchement on y croit. Donc voilà, on va justement passer à un autre sujet. Désormais, une autre question qu'on a eue, c'était
quelles sont vos équipes à suivre? Alors on a un peu adapté la question, on va choisir chacun une équipe en Ligue 1 et une équipe en Europe pour équilibrer un petit peu la chose. Je vais commencer moi si ça vous permet. En France, moi je vais d'abord choisir Brest, que je trouve assez... qui a une bonne équipe. Enfin, j'ai vu 2-3 matchs là de Ligue 1 de Brest. Ça joue super bien, il y a un fond de jeu incroyable, il y a des joueurs magnifiques. C'est Dall'Oglio le coach. C'est ça, c'est exactement Dall'Oglio qui est très très bon. Un collectif superbe pour une équipe qui est remontée en Ligue 1. Je trouve ça impressionnant. Non, franchement, c'est une équipe qui est très plaisante à regarder et j'espère vraiment qu'ils feront quelque chose cette année. Qu'ils iront pourquoi pas les faire chier comme a fait Reims l'année dernière. S'ils peuvent faire une saison comme Reims, je pense que ça va être quand même compliqué, mais ça peut être super intéressant. Je sais pas toi Mathéo, quelle est l'équipe en France, en tout cas en Ligue 1, que t'aimerais vraiment voir quelle équipe tu sais que tu vas dire ah ceux-là j'ai bien envie de voir ce qu'ils font ce week-end? Moi ça va être Rennes. Rennes parce que je trouve que Rennes, contrairement à beaucoup d'équipes en Ligue 1, en plus avec la situation du Covid, ils sont encore plus forts que l'année dernière. Donc ouais certes il y a la Ligue des Champions derrière, mais j'adore leur début de saison. Il y a un beau niveau de jeu, le coach il est top et c'est rare d'avoir un coach français qui propose vraiment un beau niveau de jeu. Et ils ont des bons joueurs et ils ont encore une belle enveloppe mercato là, à suivre dans les derniers jours. Mais c'est vraiment très prometteur, ils ont pas mal de jeunes, ils ont une profondeur de banc que d'autres équipes en Ligue 1, Marseille ou peut-être même Lyon n'ont pas forcément. Donc ouais, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire, surtout avec l'arrivée de la Ligue des Champions, comment ils vont réussir à gérer en fait les... Je serais pas surpris de les voir sur le podium en fin de saison, même pareil Lille. Le milieu de terrain de Rennes aussi, il faut en parler. Kamavinga et Nzonzi, déjà rien que ça. Je pense que ça c'est supérieur au 4-5e des milieux de terrain de la Ligue 1, c'est impressionnant. C'est Pierre Ménès qui disait ça, je crois, au Canal Football Club. Il disait c'est simple, t'as un champion du monde, une future superstar et une valeur sûre de la Ligue 1 qui est Bourigeaud. T'as dit ça, voilà, tu sais que t'as un milieu qui est serein. C'est le 2e ou 3e meilleur milieu de Ligue 1 derrière le PSG, quoi. C'est aussi ton équipe, toi, Rennes, que non, tu vas sur moi je me suis dit, voilà, je vais exit un peu les grosses écuries, Rennes, Lille, Monaco, etc. J'ai dit Brest, hein. Mais non, mais justement, c'est ça, je vais te rejoindre. Moi, je vais partir sur Nice. Moi, c'est un projet qui m'intéresse. Nice, je sais pas. Il y a un truc, je trouve, un peu comme Monaco il y a quelques années. Tu dis, ils ont pas mal de jeunes, des recrutements qui sont un peu intrigants. On a vu Gouiri qui est déjà bien en forme. Lopez, son duo avec Dolberg, exactement. Lopez, son retour en Ligue 1. Moi, Lopez, c'est un joueur que j'ai toujours adoré. Voilà, même le milieu, Kefren Thuram, etc. C'est un milieu, je sais pas, c'est une équipe qui donne envie de regarder. Je trouve ça, pareil, ça joue bien au foot. On sait que Patrick Vieira aussi, il aime bien voir son équipe qui a le ballon, etc. Qui proposait des belles choses, un peu à l'image de Julien Stéphan. Donc ça, c'est une équipe qui m'intéresse. Un peu irrégulière, mais je pense que ça peut faire des belles choses cette année encore. Ouais, c'est un peu le projet de Nice. Enfin, on est tout le temps hypé par cette équipe en début de saison, on est tout le temps un peu déçu à la fin, et chaque saison ça revient. Enfin, moi en tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Un peu comme Rennes il y a quelques années. Un peu comme Rennes il y a quelques années, exactement. C'est C'est une équipe qui a un effectif qui est quand même assez impressionnant, qui recrute très bien. Il y a la nouvelle direction qui est arrivée avec le retour de Rivière, si je dis pas de bêtises, qui est retourné aux commandes du club, donc c'est très bien géré. Après, il faut justement trouver cette régularité que tu disais. Et je pense qu'avec cette régularité, Nice peut vraiment aller chercher des grandes places, des projets importants. C'est un nouveau projet, c'est des jeunes joueurs, ça va mettre un peu de temps, comme Lille. Comme Lille, ça a fait, pareil, Rennes aussi également. Donc je me fais pas trop de soucis pour eux, ils ont les moyens, ils ont un bon cadre, ils commencent à avoir de bonnes bases. Donc dès cette année, on va avoir des retours. Il y a d'autres équipes aussi qui sont dans ce même mood-là. On pense notamment à Lille, à Montpellier, des clubs comme ça qui ont des joueurs quand même assez... qui ont des très bons joueurs. Tu voulais parler de Lille, Brieux aussi, parce que bon, nous on habite tous à Lille, donc forcément on va en parler un petit peu. Mais c'est une équipe qui est quand même impressionnante, année après année, ça continue à gagner. Moi déjà ça je trouve ça bien. On voit vraiment qu'il y a une base solide dans ce projet. Je sais pas ce que tu en penses, Mathéo. Mais moi vraiment c'est un projet, moi de toute façon je suis supporter lillois, donc c'est un projet qui m'attire forcément. Et là je trouve encore une fois le recrutement hyper intelligent. On a perdu le Crémy, on prend Burak Yılmaz. C'est tout bénéfique. Faut qu'il apprenne leur jeu, mais il est bon. C'est ça. Il aura appris leur jeu, il sera. Le petit poteau rentrant contre le même, ça me. Le contrôle orienté qui fait qu'on là. Incroyable. Non mais c'est un joueur, il a 35 ans les gars. Il a 35 ans, même ce que je trouve génial avec ce recrutement là, c'est qu'on a deux jeunes fofolets turcs qui sont Zeki et Yazici. Ces deux mecs, ces deux espoirs. Zeki, moi je pense qu'il va bientôt partir parce qu'il a du ballon quand même celui-là. Il reprend une belle saison alors plein air, c'était plus compliqué. Et c'est des mecs, ils ont retrouvé un peu leur papa de sélection, c'est génial, ça fait des cadres, on a Fonté derrière, Yılmaz devant, André au milieu, c'est bon. Fonté se refait une jeunesse cette saison. Incroyable.
Incroyable. Moi je pensais que ça allait être la saison de trop pour Fonte. Et finalement, et Botman, enfin bref. Moi je pourrais parler des heures de Lille parce que voilà. Tu disais avant l'émission, avant qu'on tourne, t'étais un peu déçu de Jonathan David? Je suis un petit peu déçu de Jonathan David. Après, c'est normal, il va venir, jeter la pierre. Je le trouve un peu en dessous physiquement. Et c'est pour ça que j'en parlais avec Charles, qui lui suit un petit peu le championnat belge. Il me disait que quand il jouait. Il était très bon à Genk, il faisait vraiment. À la Gantoise, il était impressionnant. C'est vrai qu'il était rapide, il avait une grosse frappe. Là, forcément, c'est un nouveau championnat, il faut s'habituer. C'est comme. Bon, il n'a pas la même adaptation que Victor Osimhen, parce qu'on peut comparer. Osimhen arrivait de Charleroi, si je dis pas de bêtises. Lui arrive de la Gantoise. Donc on est vraiment dans le même style en tout cas pas de joueur, mais de cheminement pour arriver jusqu'au LOSC. Ça va venir, je pense que c'est un joueur qui est vraiment assez impressionnant et que si tu le fais un bon duo avec Burak Yilmaz et que sur les côtés t'as toujours Jonathan Itonné, on sait pas encore s'il va rester d'ailleurs. Bamba qui repart bien, non, Lille ça va être très intéressant à suivre. Et puis, généralement les joueurs belges, les attaquants, Origi, Michi, ça marche très bien. Donc, mais il est canadien, mais il vient de Belgique, il parle français donc c'est bon. Les joueurs qui viennent du championnat belge. Non mais c'est bon. On va continuer du coup, vu qu'on est lancé un peu, on va parler un peu de cette reprise de Ligue 1. On a une question, c'est qu'est-ce qu'on pensait de cette reprise de Ligue 1, qu'est-ce qu'on en a pensé? Elle a commencé pendant la finale de Ligue des Champions, un peu dans un certain anonymat, j'ai envie de dire. Tout le monde s'en foutait un petit peu parce que le PSG était en finale de Ligue des Champions et que Lyon cartonnait en Europe. J'aimerais commencer par le plus gros événement qu'on a eu en Ligue 1 depuis la reprise, c'est la victoire de l'Olympique de Marseille contre le Paris Saint-Germain. 10 ans sans victoire pour l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce que tu as pensé toi de ce match, Brieux, et aussi de la symbolique et tout ce qui s'est passé autour de ce match pour l'Olympique de Marseille? C'est incroyable pour Marseille entre guillemets. Comme ça a été dit dans les médias, c'était le moment jamais pour prendre le PSG. Des joueurs rincés, qui sortent de sélection pour la plupart, qui de toute façon sortaient Ligue des Champions juste avant. Enfin, des joueurs, voilà, de Covid aussi, de Covid en plus pour quasiment toute l'équipe. Bravo Marseille parce qu'en plus ils réalisent un match, le match qu'il doit faire entre guillemets. Le PSG propose pas grand chose, c'est le moment jamais pour prendre le PSG, ils l'ont fait. Après ce que je trouve dommage c'est qu'ils n'ont pas confirmé derrière quoi, mais on va pouvoir en parler. On va rester d'abord sur le match PSG Marseille. Mathéo, toi, qu'est-ce que tu as pensé un peu de ce match là? Est-ce qu'on va vraiment avoir une fin d'hégémonie de la part du Paris Saint-Germain vis-à-vis de l'Olympique de Marseille, ou est-ce qu'on est encore parti pour 10 ans de victoire du Paris Saint-Germain? Ce qu'on peut dire, c'est on a retrouvé une atmosphère. Je trouve qu'on avait perdu sur les PSG-OM. Bon, on va pas rentrer dans tout ce qui s'est dit après tout. Ouais, non, bien sûr. On prendra pas de position là-dessus, ça ne regarde pas. Mais il y avait vraiment de l'envie, il y avait une sorte d'électricité dans l'air. Et ça a redonné du goût au Classico, je trouve. Je pense que les joueurs, ils ont qu'une envie, même les joueurs du PSG, ils ont qu'une envie, c'est le match retour. Et ça manquait. Tu vois, je suis d'accord. Je pense qu'il y a le feu au poudre qui a été mis juste après la défaite, par la défaite de finale de Ligue des Champions, qui a un peu énervé les Parisiens, et on l'a vu dès le début du match. Il y avait un objectif, c'était le genou gauche de Dimitri Payet. Il fallait le fumer, c'était l'objectif, il avait un contrat sur sa tête, faut pas se mentir. Mais d'un côté, le Paris Saint-Germain n'a rien proposé. Je trouve pas que Marseille a proposé non plus grand chose, mais c'était un match dans une intensité folle, avec vraiment. C'était un gros bordel. C'était un gros bordel. C'est ça un classico, c'est un moment où. Ça y est, on retrouve un classico avec de vrais enjeux. Il y a eu combien? 5 cartons rouges? 5 cartons rouges, des décisions de discipline qui sont même pas encore prises, Di Maria qui crache sur Alvaro, des trucs, on a les joueurs, vu ça depuis. Les joueurs ils sont ensemble en sélection. C'est ça. Quand tu vois une embrouille Kimpembe Payet ou Kimpembe Amavi, ou même Benedetto qui se fait faucher par Redes. Ça fait plaisir. Non, on a vu sur le terrain, il n'y a pas de vrai classico. Sur le terrain, on est adversaire et ça fait. On a vu un vrai classico. On va rester sur l'Olympique de Marseille qui depuis Dimitri Payet s'est mis à Twitter, mais par contre il a pas retrouvé son rythme de jeu. Thauvin n'est pas non plus étincelant, il a fait un match ignoble. Moi, Thauvin, je le trouve plutôt bon. Et moi, là où je vois que Marseille, vraiment, ça a évolué sous Villas-Boas, c'est que le match contre Metz, d'habitude, ils le perdent tout le temps. Et là, ils arrivent à te retrouver un truc à la fin. Même contre Lille, mais contre Lille, c'est pareil, exactement. Et c'est incroyable. Et c'est là, c'est la patte Villas-Boas, tu vois que c'est un groupe qui est en confiance et qui se défonce un peu à l'image du PSG contre Bergame, tu vois. Les mecs qui se disent ok, là on va tout niquer, la fin, le match, on le perd pas. Là c'est pareil et c'est bien d'avoir des groupes comme ça qui se constituent dans les clubs français. On a le PSG, on a Marseille. Ça donne envie de continuer à regarder ces équipes là quoi. Un groupe en confiance mais qui depuis le Classico vraiment n'est pas dedans.
Donc la victoire face au Classico, il y a eu une défaite après, je ne sais plus contre qui c'était, il y a eu une défaite contre Saint-Etienne, c'est ça? Ouais. 2 matchs nuls contre Lille, but à la 85e de Sanson, je crois. Très compliqué. De Germain, Sanson c'est contre Metz. Mais même pas Un groupe en confiance, mais contre Lille. quel manque de fond de jeu, Mathéo, c'est un Contre truc de Lille, fou. ils doivent perdre le match. Il y a un poteau qui masse, même là contre Metz. Un manque de fond de jeu énorme, non? Mais ce qui me surprend, c'est qu'ils arrivent quand même à te mettre un but collectif magnifique à la 95e. C'est ça. Le but de Sanson, il est magnifique. Et c'est toujours les entrants, je trouve. Germain contre Lille. Là, c'est Sanson. Sanson, je sais pas s'il avait débuté le match. Si, mais il était un peu transparent au début. C'est Kawi, c'est Radojnik qui fait la passe. Kawi qui fait un bon décalage aussi sur son côté. Donc c'est vraiment. Quel joueur, Kawi? Ouais. C'est impressionnant. Franchement, ça amène cette fraîcheur-là. Après, à voir aussi la fin du mercato, on sait que ça va pas mal bouger côté marseillais. Ils vont avoir sûrement, ils ont une belle recrue brésilienne en attaque, à voir ce que ça va donner. Et il y a Marco Polo aussi qui arrive apparemment. C'est bien, ils prennent que des mecs. Germain qui partirait vers Nantes aussi, j'ai vu moi. C'est ça. Donc, il voilà, va y avoir beaucoup bouger, de mouvements de toute façon à Marseille. On va aller d'un Olympique à l'autre. On va aller à Lyon, qui est dramatique. Mais alors, c'est chaud. Dramatique. C'est chaud. Actuellement, ils sont 11e avec 6 points. C'est chaud. En 5 matchs, 6 points, voilà, une victoire, 3 nuls, une défaite. Brieux, qu'est-ce que tu penses un peu du jeu lyonnais qui, depuis littéralement la reprise du championnat et la fin de la Ligue des Champions, Rudy Garcia est complètement perdu. Le problème de Lyon, c'est qu'il se repose beaucoup trop, selon moi, sur les individualités qui sont très fortes du milieu de terrain. Sauf que quand, par exemple, je vais revenir sur le match de ce week-end, quand t'as pas Cacré, quand t'as pas Aouar, ton milieu de terrain, c'est Jean-Lucas et Guimarães qui est très bon, mais il peut pas tout faire tout seul, le monsieur. C'est moins bien en ce moment. En plus, la défense à 5 contre des petites équipes, t'es Lyon, t'as une force de frappe. Pareil, l'attaque, pour moi, il y a un vrai problème. T'as 4 buteurs. Au bout d'un moment, les gars, faut des joueurs de couloir un peu. Ouais. Tu vas en Traoré, tu le remplaces pas. Bon, c'est Traoré. En plus, tu ressens un super chèque. Tu sais pas où il passe. En défense, c'est compliqué aussi. Il y a trop de points faibles à Lyon. Tu sais pas trop où ils vont en fait. Tu sais pas trop où ils vont. Ils arrivent à te sortir des bons jeunes. Tabar qui a fait des entrées intéressantes quand même. Cherki, il a sa vraie place. Il est vraiment à fond dans la rotation. Il doit être dans le groupe, quoi. Et il est titulaire d'ailleurs ce week-end. Mais c'est trop compliqué encore, c'est trop compliqué pour Lyon. Contre Lorient, là, c'est scandaleux. C'est scandaleux. T'es Lyon, tu sais. Aouar va partir. Si Wissam Aouar part de l'Olympique Lyonnais, qu'est-ce que joue l'Olympique Lyonnais cette saison? Memphis va sûrement partir aussi. Dembélé, on sait qu'il est en instance de départ, donc il y aura forcément des départs, peut-être pas tous. Si Lyon ne fait pas l'Europe encore cette année, ça risque d'être très compliqué. Peut-être un changement totalement de direction. On a entendu notamment que Tony Parker devrait peut-être reprendre le flambeau de l'Olympique Lyonnais. C'est des rumeurs qui ont été mises. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. On va regarder un peu plus haut maintenant dans le classement avec le trio de tête, donc Rennes et Lille où on a fait déjà un petit zoom dessus. Moi j'aimerais bien qu'on parle de Lens d'abord, promu, 6ème actuellement, victoire contre le Paris Saint-Germain, une seule défaite pour l'instant à leur actif. Très bonne saison du Racing Club de Lens, enfin très bon début de saison en tout cas, Briel du Racing Club de Lens. Moi je m'attendais pas du tout à ce niveau-là. Tant mieux parce que y a une petite rivalité Lens-Lille, même si bon voilà, on va pas se mentir. La rivalité parce que ça fait longtemps qu'ils sont avec deux et copains en soi. Mais non, mais c'est une bonne chose pour le football français. Lens, c'est un club historique du football français. Ça veut pas dire qu'ils vont pas descendre en fin de saison, attention, hein, mais c'est vrai que là, ils proposent quelque chose. En plus, ils ont des bons joueurs. Kakuta, moi que j'adore personnellement. Enfin, ils ont une belle équipe. Ils ont réussi à prendre des bons postes clés. Un bon promu qui a bien travaillé cet été et on voit les résultats. C'est ça, exactement, Mathéo. Toi, qu'est-ce que t'en penses un petit peu du Racing Club de Lens? C'est quand même un club qui est légendaire en France et qui fait plaisir. Ça fait plaisir de les retrouver, surtout à ce niveau de jeu, comme tu as dit Brio. Moi j'ai regardé le match contre eux, je crois que c'était Bordeaux. Et ils font un match mais vraiment très bon dans le jeu qu'ils proposent, dans les phases, dans l'impact. Et comme tu as dit, très bon recrutement. On peut aussi parler de Ganago qui met des buts. Ganago, meilleur buteur de Ligue 1. Meilleur buteur de Ligue 1. On sait qu'il était pas mal critiqué au prix où il a été acheté. 6 millions d'euros quand même, c'est pas rien. Nice Damien, non, si j'ai pas de bêtises. Nice, Nice, pardon. c'était Nice, ouais. Nice, c'est un très bon joueur. Il y a une belle complémentarité en attaque. Il y a aussi des défenseurs qui en veulent. Loïc Badé en provenance du Havre. Je crois qu'il y a un Argentin qui est en défense centrale qui est aussi très bon. Il y a vraiment quelque chose qui se passe autour de ce groupe. Dommage qu'on ne peut pas avoir le public. Puis il y a certains vétérans avec Cahuzac aussi qui viennent mettre un peu la main à la pâte et tout. On va aussi parler des équipes par exemple qu'on attendait à ce niveau-là, Saint-Etienne, Monaco. Actuellement 4ème et 5ème, Monaco ça fait plutôt plaisir. Le Saint-Etienne aussi.
Il y a eu cette défaite contre Rennes 3-0 ce week-end qui était un peu on va dire, qui vient ternir un peu l'image. Mais ces deux équipes, en tout cas, qui Saint-Etienne et Monaco, ça y est, on retrouve des vrais concurrents qui peuvent jouer l'Europe. Moi j'ai cité Nice tout à l'heure, mais j'aurais pu citer Saint-Etienne. Hein, pareil, le projet Claude Puel, truc cohérent. Il prend Aouchiche en lui promettant quelque chose, il le fait. Aouchiche, il n'a pas quitté le 11 titulaire. Il fait des bons matchs. Voilà, c'est une équipe qui va grandir. Et on attend de voir s'il faut Fofana part ou pas finalement. On sait que le joueur va absolument partir, le club pas trop. Donc faut voir ce que ça donne. Mais pareil, Monaco, Monaco, ils ont un effectif incroyable. Ils ont recruté des bons joueurs, tu te dis qu'est-ce que ça va donner. Moi, Voland, je connaissais que de nom un peu sur FIFA, mais je connaissais pas plus que ça. Tu vois que c'est un super joueur qui veut du ballon, etc. Le milieu, pareil, Tchouaméni, ça fait le taf. Disasi en défense, c'est nickel. Ouais, même le petit. Celui qui joue au milieu. Non, à Monaco. Ah, Monaco. Au milieu, là, qui a mis. Golovin. Sofiane Diop, qui a fait des belles perfs aussi. Donc, ouais, ça joue bien. Ben Yedder, fidèle à lui-même. Ça me plante. Non, c'est bien Monaco. C'est une vraie équipe Monaco, hein. Ça fait plaisir de revoir Monaco en haut avec Saint-Etienne. On attend un petit peu que Lyon, peut-être pourquoi pas Bordeaux, Marseille se remettent un peu. Peut-être qu'on aura enfin une Ligue 1 qui en tout cas pourra se battre un peu mieux que les années précédentes. Ça serait sympathique. Tu parlais de Wesley Fofana, il y a eu une offre d'ailleurs de Leicester encore, donc pour 35 millions. Et puis avec le match qu'a fait Leicester, aussi, hein. C'est ça, mais le joueur va tout près aller du côté de Leicester. Et puis quand on voit le match de Leicester ce week-end contre Manchester City, il y a de grandes envies d'aller du côté du club de Jamie Vardy. On a fait un petit tour, on peut parler vite fait des équipes européennes qu'on aimerait suivre cette saison. Moi, on va parler de l'équipe qui en tout cas qui à mon avis fait le plus kiffer tout le monde actuellement, c'est Leeds. Hein. Ouais. Leeds impressionnant, Marcelo Bielsa toujours dans ses œuvres. Un match contre Liverpool incroyable. Ça gagne, c'est beau, c'est du beau football, non, franchement impressionnant. Le jeune gardien français en plus, il a l'année dernière. Incroyable, pareil, des beaux matchs, même s'il prend pas mal de buts, mais c'est la philosophie de Leeds, marquer un but de plus que l'adversaire, donc c'est pas choquant non plus. C'est ça. Donc voilà, on attend de voir ce que fait un petit peu Leeds cette saison, mais en tout cas je pense que c'est l'équipe qui sera le plus regardée en Angleterre, un peu partout dans le monde, notamment en Argentine avec Marcelo Bielsa. Avec Chelsea aussi, qui a fait un recrutement incroyable. Bon, on a vu que les automatismes ne sont pas encore trouvés ce week-end, mais ça peut donner quelque chose d'alléchant. Moi, je vais revenir en Italie. Hein. Là, c'est Milan. Attention. Ah ouais. Attention, hein, on a un recrutement très intéressant. Un recrutement très intéressant, je trouve, moi. Petit Brahim Diaz qui a fait une belle perf ce week-end encore, qui a marqué. Prêté par le Real. Exactement. Tonali, incroyable. Hernandez, meilleur défensivement, il a vachement progressé. Voilà, une belle équipe qui se reconstruit, ça fait plaisir de voir Milan de retour à un bon niveau. Toi Mathéo, l'équipe que tu suivras un peu en Europe cette année ? Pour moi, ce sera le Borussia Dortmund. Ils ont acquis pas mal de jeunes joueurs la saison dernière. On sait que le Borussia, les jeunes joueurs, c'est toujours un bon mélange entre les deux. Ils arrivent toujours à sortir pas mal de pépites. Et j'ai trouvé que cette saison, ils avaient réussi justement à garder cette ossature, ce qui n'avait pas été le cas peut-être les années précédentes, et toujours avec des bons jeunes qui poussent derrière. Donc ça m'intrigue, j'ai envie de voir ce que ça va donner, surtout au niveau européen. Donc j'attends de voir ça avec impatience. En tout cas, on a beaucoup de choses, on va pouvoir suivre avec vous et du coup toute cette actualité foot pendant ces longs mois de football. On espère en tout cas que cette petite vidéo de rentrée vous aura plu, on a répondu à un maximum de questions possibles. Peut-être une vidéo la semaine prochaine, ça va être la première vidéo de la saison 1 de Passion Foot. Après le week-end qu'on va avoir ce soir, enfin le soir où on tourne, ce lundi, il y a Chelsea, Liverpool-Arsenal, ce soir très intéressant à suivre. Qu'on voit cette vidéo, ça sera déjà passé, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, il y aura beaucoup de matchs à suivre. On pourra suivre avec vous des débriefs, des matchs un peu partout. Merci à vous de nous avoir aussi soutenus pendant cette petite période. On a eu beaucoup de bons retours, de très bons retours. On espère pouvoir continuer à vous faire kiffer tout au long de cette saison. On espère vous voir très bientôt sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous à l'Instagram, bien évidemment, mais aussi à la chaîne tout simplement. Et on espère vous revoir très bientôt sur Passion Foot. Une très bonne journée à vous et à très bientôt. Messi, encara 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 Messi, gol. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Et pour Ribéry.